L'hiver, cette année-là, s'était abattu sur le fjord, lourd comme un manteau détrempé que l'on ne parvient pas à faire sécher près du foyer. Dans la maison de Ylva, la fumée du foyer rampait paresseusement sous les poutres assombries, piquait les yeux et la forçait à battre des paupières, plus souvent qu'elle ne l'aurait voulu. Son père était assis plus près du feu, voûté comme une vieille racine. Il n'était pas encore décrépit, ne se considérait pas comme un vieillard. Mais l'hiver avait rongé ses forces bien plus profondément que les autres années. Debout près de la table, il va hacher le chou avec un couteau un peu émoussé et se surprenait à compter non pas les morceaux, mais les jours. Combien de viande il restait dans le garde mangé en fumée? Combien de tonneaux d'avoine on pouvait encore faire durer? Combien de fois son père avait déjà soupiré depuis le matin? Dans son âme régnait une étrange, lourde tranquillité, celle d'une personne qui avait cessé de se révolter contre le destin, mais ne s'y était pas mis encore entièrement résigné. Derrière la paroi, le vent gaignait, et par la fenêtre, le fjord se devinait comme une bande sombre et irrégulière. L'eau restait presque immobile, seule près de la rive lointaine, blanchissait quelques raretés à moutons d'écume. Là-bas, au tournant, où les rochers quais plongeaient droit dans la profondeur, apparaissaient parfois des dracars venus d'ailleurs, élancés, étroits, ornés de proues taillées en têtes de dragon. Mais cet hiver, les bateaux étrangers entraient rarement. Le commerce s'était figé, comme tout le reste. Lorsque la porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer le froid et le tumulte des voix, Ilva sursauta si brusquement que le couteau faillit lui échapper. Dans l'entrée se tenaient deux voisins, qui frappaient du pied pour chasser la neige de leurs chaussures, tandis qu'un troisième poussait la porte de l'épaule. Tous trois faisaient une partie de ces hommes, qui avaient l'habitude de rester ensemble aux assemblées et quand ils banquaient, de partager nouvelles et soucis. Leurs joues étaient empourprées par le gel, leurs barbes couvertes de givre, et leurs yeux brillaient non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de quelque chose d'autre, une résolution ou une inquiétude. Ils saluèrent Matt comme il se devait, souhaitèrent à la maison chaleur et abondance, mais leurs mots restèrent suspendus en l'air comme des coquilles vides. Le père se leva avec peine, s'appuyant sur son bâton, et les invita à s'asseoir plus près du feu. Ilva posa sur la table des gobelets d'argile, versa un peu de bière acidulée du dernier pichet, découpa du pain qui durcissait déjà sur les bords. Les hommes décommencèrent par parler de choses habituelles. De la façon dont, chez les uns, le mur de la fortification s'était affaissé après le redout, et chez les autres, la vache était morte à cause d'une herbe mauvaise. Les noms des voisins et ceux des petites exploitations se succédaient, mais derrière tous ces mots se devinait une seule chose. Tout le monde allait mal, et pourtant, certains tenaient bon, comme un bateau dont la coque n'avait pas encore été transpercée. Au milieu des noms étrangers, retentit celui de Rolf le loup cendré, et Ilva prêta malgré elle une oreille plus attentive. On parlait de lui au village depuis longtemps, comme si l'on voulait vérifier si cet homme plierait sous le poids de son destin. Il possédait une ferme un peu plus bas sur le fjord, plus près de l'Ossia. On disait que ses filets s'étaient toujours pleins, que les gens accostaient volontiers à son embarcadère, qu'il payait pour les réparations de leurs bateaux et pour l'entreposage de leurs marchandises. On disait aussi que, depuis plusieurs années, il était veuf qu'il menait seul son exploitation, ses 3 enfants et sa vieille mère. Ilva ne l'avait aperçu que de loin, grand, large d'épaules, avec d'épais cheveux sombres, sain comme il faut, sans cette négligence de certains hommes qui se rendent trop tôt. Sur son visage, une cicatrice fine mais profonde, comme si une main n'avait posé une lame de la pommette à la bouche et y avait laissé la trace de la guerre. Ses yeux étaient gris, comme le fjord au matin avant la pluie. Il se tenait d'ordinaire un peu à l'écart, lorsque les hommes se disputaient à l'assemblée ou se partageaient le butin. Il écoutait, ne se pressait pas de prendre la parole. Mais quand il parlait, sa voix restait douce, et on l'entendait malgré tout. À présent,
L'un des invités déclara que les affaires de Rolf se portaient mieux que celles de beaucoup d'autres. Il avait un embarcadère solide, 2 bateaux en bon état, une réserve de poissons séchés et plusieurs ouvriers. Mais les enfants grandissaient, Mort vieillissait, et comment savoir si la maison restait en ordre lorsqu'il n'y avait pas de maîtresse pour veiller sur tout cela? Un autre, celui qui aimait plaisanter, même si désormais les plaisanteries venaient difficilement, eut un rictus. Rolf le loup cendré tenait bon, disait-il, mais même le loup a besoin d'une meute, sinon son sang se refroidit. Le troisième jeta un regard vers Ylva, comme par hasard. Mais son regard était trop attentif. Le père saisit le sous-entendu avant que Ylva ait le temps de se boucher les oreilles. Il releva la tête. Les rides autour de sa bouche se creusèrent davantage. Les voisins se firent plus prudents, mais aussi plus directs. Ils parlèrent du fait que Ylva n'avait pas de véritable dot. Le bétail restant était presque à l'agonie, la laine rare. Les parures qui ornaient autrefois sa gorge étaient depuis longtemps parties pour payer les dettes. Ils dirent aussi que la terre dont il avait été si fier s'était épuisée et qu'une nouvelle mauvaise récolte serait la dernière pour leur lignée, qu'il leur fallait une alliance plus solide qu'un champ lacéré. Dans ces paroles, il n'y avait ni insulte ni pitié, seulement un calcul sec. Des hommes habitués à compter les tonneaux de hareng et les sacs de grains comptaient à présent les prétendants, les maisons et les futurs enfants. À l'un d'eux vint, comme par hasard, cette pensée formulée à voix haute. Rolf est un bon libre avec une exploitation. Il a besoin d'une épouse pour tenir la maison et les enfants. Ylva est une jeune femme honnête, laborieuse, et même si sa dot est mince, sa lignée est connue comme celle de gens qui ne s'enfuitaient pas en pleine nuit. Le regard du père se posa sur sa fille. Mais il ne dit rien tant que les voisins restaient dans la maison. Ce ne fut que lorsqu'ils eurent fini leur bière, s'étaient levés, leur avaient souhaité de tenir plus ferme qu'une copeaux ronde dans les vagues, et qu'ils furent repartis dans le froid du jour, que le silence de la pièce devint lourd comme un feutre détrempé. Ylva ne débarrassa pas la table tout de suite. Elle resta d'abord immobile, les yeux fixés sur le feu apaisé, presque transparent, avec la sensation que quelqu'un avait posé sa vie sur une balance, avec soin, sans brutalité. Son père se racla la gorge comme un homme prêt à prononcer quelque chose de pesant et de définitif. Et il lui demanda de s'asseoir. Cette fois-ci, pas près du foyer, mais en face, pour qu'ils puissent se regarder dans les yeux. Dans son regard, il n'y avait pas la douce chaleur habituelle qui la soutenait depuis l'enfance. Il y avait quelque chose qui ressemblait à de la honte et à de l'obstination. Il commença de loin, évoqua les années où lui-même allait en mer, lorsque sur le Drakkar, leur troupe hissait la voile brodée d'une tête de corbeau, lorsqu'ils revenaient en chantant des chansons d'ivresse, ramenant argent et tissus, vin étranger et livres de prières venus d'ailleurs, ornés de signes croisés. Il raconta comment, alors, il lui semblait que le monde était vaste, que les dieux étaient nombreux et que la terre sous ses pieds resterait toujours la sienne. Puis la vie s'était resserrée jusqu'à cette maison, ces quelques bandes de terre, ces 2 vaches, ces filles. Il ne chercha pas à se justifier. Il dit clairement, il n'y avait pas de richesse. Les champs étaient encombrés de pierres et d'herbes folles. La vache donnait presque plus rien. Et si l'automne prochain était pareil, leur lignée perdrait sa maison. Il ne lui restait que 2 choses dont il n'avait pas honte. L'épée familiale, qui pendait au mur depuis longtemps plus pour la mémoire que pour le combat, et ses enfants. Et si l'épée, il ne comptait la remettre à personne, le destin de sa fille, lui, ne pouvait être porté par elle seule. Le nom de Rolf fut prononcé doucement, mais pour Ylva, il résonna comme un choc contre la pierre en elle. Son père expliqua qu'à l'Assemblée, l'idée avait surgi. Une bonne maison, un bon solide, maître d'un embarcadère. Oui, un veuf, oui, 3 enfants, oui. Sa première épouse avait été tout pour lui. Mais les dieux n'ont pas à s'apitoyer sur les vivants, au point de leur interdire un second foyer. Le père avoua qu'il n'avait pas le droit de la contraindre.
mais qu'il ne pouvait pas non plus se taire. Il n'attendrait pas longtemps sa réponse, parce que le printemps était à la porte et que les gens n'avaient pas de jours à gaspiller. Ylva resta silencieuse, les yeux fixés sur les planches sombres du sol. En elle monta une vague de chaleur révoltée, mais elle ne jaillit pas en larmes ni en cris. Trop d'hiver lui étaient déjà tombés sur les épaules pour qu'elle se mette à jeter des mots comme une gamine. L'idée qu'elle deviendrait l'épouse d'un homme qui, disait-on, gardait encore la mémoire de celle qui reposait sous le gazon, quelque part dans le petit cimetière près de l'église, lui pesait. Il lui semblait que, dans la maison de Rolf, les murs gardaient la voix de cette femme, et que chacun de ses enfants portait sur le visage ses traits. Était-il donc écrit qu'elle entrerait là comme entrent les esclaves dans une maison étrangère, sans bruit, sans droit à son propre rire ni à ses larmes? Elle leva les yeux vers son père. Dans son regard, il n'y avait ni ordre ni pression, seulement de la fatigue et une prière muette. Il ne disait pas à haute voix qu'il était redevable de cette maison et de cette terre, qu'il craignait de devenir celui que l'on chasserait de l'exploitation familiale, comme on chasse un chien malade. Mais Ylva le savait sans un mot. Dans ce savoir coulait leur sang commun. Elle inspira lentement, comme avant d'entrer dans une en eau glacée. Les mots qui franchirent ses lèvres n'étaient ni légers ni rapides. Elle dit qu'elle n'avait jamais rêvé de devenir le prix qu'on verse pour maintenir l'ordre d'un veuf, qu'elle ne voulait pas que son nom ne soit retenu que comme celui de la femme qui avait soutenu une maison branlant sur de vieux piliers. Mais moins encore, voulait-elle rester à regarder leur foyer s'éteindre et le mur de la maison démonté en bûche par-ci par des étrangers. Si elle avait un choix, ce n'était pas entre le bonheur et le malheur, mais entre une maison et le vide. Elle accepta de se rendre là au fjord, de parler, de regarder cet homme de près et non de loin. De ne pas se laisser prendre comme une chose, mais d'arriver la tête haute. Son père n'ajouta rien, il se contenta d'acquiescer, comme si ce simple signe de tête lui arrachait ses dernières forces. Cette nuit-là, Ylva mit longtemps à trouver le sommeil. Étendue sur sa paillasse, sous une vieille couverture de peau de brebis, elle écoutait le feu qui craquait, les mouvements discrets de son père, à l'autre bout de la maison, les volets qui claquaient chez les voisins sous les rafales. En elle s'entremêlaient la peur et une étrange attente têtue. Elle avait peur d'aller là où ne l'attendait ni promesse d'amour, ni serment de passion, mais un accord de tranquillité et d'ordre. Au matin, lorsque la lumière grise devint plus blanche et que les premières lézardes apparurent dans la croûte de glace sur l'eau, elle sortit sur le seuil. Le fjord s'étendait devant ses yeux, froid et lisse comme une lame. Là-bas, derrière le tournant, commençait une vie nouvelle, dont elle n'avait encore parlé à personne. Il dit qu'il n'attendait pas d'elle ce dont parlent les chants, un amour fou dès le premier regard, des serments plus bruyants que les vagues se brisant sur les rochers. Qu'il se souvenait trop bien de ce que c'est, quand on donne son cœur tout entier, la joie, puis ce vide que rien ne comble. Il ajouta qu'il attendait d'elle de l'honnêteté et du soin pour les enfants, que la maison soit en ordre et que son cœur à elle trouve au moins un peu de paix. De son côté, il promettait la même chose, ni rancœur, ni cri, mais du respect et de la protection. Ses mots étaient maladroits, mais dans cette maladresse, on sentait la vérité. Il ne cherchait pas à paraître plus doux ou plus dur qu'il ne l'était. Il ne promettait pas des bracelets d'or, n'invoquait pas sans cesse les dieux ni le destin. Il parlait en homme habitué à mesurer ses forces et à ne pas faire de promesses superflues là où il risquerait de faillir. Ylva écoutait, sentant quelque chose changer en elle. La peur de rester dans cette maison comme une ombre de l'épouse défunte restait vive, comme une pierre tranchante au fond de sa chaussure. Mais, à côté, naissait une autre sensation. Ce n'était pas un gardien de sa douleur qui se tenait devant elle, mais un homme qui portait cette douleur comme un fardeau lourd et refusait de la lui jeter sur les épaules. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle promena d'abord le regard autour d'elle, sur le lit, sur le bouclier, sur le minuscule crucifix dans l'ombre.
sur la lumière de la lampe qui partageait la pièce en une moitié chaude et une moitié froide. Puis elle dit doucement mais d'une voix ferme qu'elle n'était pas venue effacer la mémoire de sa femme, qu'elle respectait celle qui avait été là avant elle, et le travail dont elle avait rempli cette maison, mais qu'elle ne comptait pas vivre en ombre. Elle avait besoin d'une chance pour trouver ici sa propre place, pour que son nom ne soit pas une ligne de hasard dans la saga d'une autre, et qu'ils voient tous deux ce qu'ils sauraient te construire, sans grands mots, jour après jour. Ces mots ne ressemblaient pas à des serments prêtés devant un autel ou devant les dieux, mais ils contenaient ce que l'on apprécie parfois davantage. La franchise de deux personnes qui entrent dans une alliance non pas à l'aveugle, mais les yeux ouverts. Ils se posèrent dans l'air entre eux, comme des planches d'un pont jetées au-dessus d'une eau sombre. Quand ils se couchèrent sur le même lit, quelque chose d'invisible semblait reposer entre eux. Ni mur, ni gouffre, mais la distance prudente de deux êtres qui ne savent tant pas encore s'ils peuvent confier leurs cicatrices l'un à l'autre. Dehors, Loa murmurait doucement, le vent hurlait au loin, la maison grinçait en s'habituant à un nouveau souffle. Il va, allongé, tendait l'oreille au souffle régulier de l'homme près d'elle, et songeait à l'étrange enchevêtrement, dans sa vie, du devoir envers son père, de son propre choix et de ce sentiment obscur, pas encore né, qui pouvait croître ici, entre la pierre et l'eau. Rolf fixait le plafond où dansait la lueur pâle de la lampe, et se rappelait comment, bien des années plus tôt, sous ce même madrier, résonnait une autre voix, un autre rire. Sa poitrine était serrée, comme avant l'orage. Mais au fond, un frémissement mince, à peine perceptible, apparaissait non pas de joie ni de peur, mais de possibilité. La maison qui depuis de longues années ne résonnait plus que du bruit du travail et des voix d'enfants, avait maintenant reçu une voix nouvelle, encore inconnue. Et avec cette maison, il lui faudrait changer lui aussi. Cette nuit-là, il ne se passa rien de grand. Il n'y eut ni déclarations enflammées, ni élan désespéré. Mais au-dessus du fjord régnait un silence attentif, comme avant une grande vague. On aurait dit que les montagnes penchées sur l'eau prêtaient l'oreille à ce qui se passait sous leur ombre. Deux êtres, liés par un accord et par la nécessité, tentaient de faire un premier pas vers ce qui deviendrait un jour leur destin commun. Les matins, dans la maison de Rolf, commencèrent dès lors un peu plus tôt qu'avant. Ilva ne se réveillait plus au crépitement familier de leur vieux foyer, mais aux voix d'enfants et au froissement de pieds nus sur les planches. D'abord, il lui semblait que la maison respirait de manière régulière et paisible. Mais il suffisait qu'elle s'appuie sur le coude pour que cette régularité soit brisée par des mots qui lui glaçaient tout le ventre. Eirik, l'aîné, poussait son frère pour prendre sa place près du feu et lançait par-dessus son épaule, comme à l'habitude. Mère ne faisait pas comme ça. Solveig, en lissant sa fine tresse, murmurait au petit que mère posait toujours son jouet de bois plus près de l'oreiller. Même Mort, en grommelant, rappelait comment leur ancienne maîtresse ne laissait pas les enfants courir en criant dans la maison. Le nom de la femme morte sonnait là comme une cloche feutrée. Jamais fort, mais de façon à être entendu de tous. Dans les premiers jours, Ilva s'efforça de ne pas se laisser raccrocher par ces phrases. Elle se levait, passait sa robe de laine, fermait la fibule sur sa poitrine, nouait ses cheveux en une tresse serrée et descendait vers le foyer. La maison lui était déjà familière, mais chaque jour révélait un détail nouveau où subsistait une présence étrangère. Là, une petite fêlure dans un bol de bois, là, un accroc soigneusement rapiécé sur une nappe, là, un motif à l'ourlet d'un rideau clairement brodé par une main attentive. Tout cela avait été fait avant elle. Le premier de ces jours-là, elle essaya d'instaurer l'ordre à sa façon. Elle demanda aux enfants de ne pas emporter les bols de bouillie sur le banc près de la porte, afin de ne pas faire tomber la nourriture à terre. Elle posa la cruche d'Acho plus près du foyer, pour qu'elle ne se couvre pas le matin d'une croûte de glace, déplaça un banc
afin que le vent de la fente ne frappe plus directement les dos. Des détails, semblait-il. Mais les enfants se raidirent aussitôt, comme du fer sous la lime. Eric, tenant sa cuillère de bois, releva obstinément la tête et déclara, sans hausser la voix mais très distinctement, que mère l'autorisait à manger où il voulait. Dans son regard, il y avait moins de révolte que d'examen. Allait-elle plier devant ce mot? Ilva sentit un filet glacé d'irritation mêlé de douleur lui traverser la poitrine. Elle répondit calmement que mère était dans son droit, mais qu'à présent, la maison demandait un autre ordre. Sa voix sonna plus assurée qu'elle ne se sentait en vérité. Solveig restait silencieuse, sa tablette de bois serrée contre ses genoux. Elle ne protestait pas, ne discutait pas, mais ses grands yeux sombres suivaient chacun des gestes de Ylva, comme pour mesurer à quel point tout ce que faisait la nouvelle et l'épouse différait du modèle invisible. Leif le plus jeune se jetait sur la bouillie à pleine main, l'étalant sur la table, et Ylva lui saisit machinalement le poignet pour lui mettre une cuillère dans la main. Le petit se débattit aussitôt, se mit à pleurer et cria en sanglotant que mère ne faisait pas comme ça, mère chantait une autre chanson le matin. À ces mots, la maison sembla frémir. Ylva aurait voulu lâcher sa main, reculer, mais elle se contraignit à rester près de lui. Elle lui essuya les joues avec un torchon, dit doucement qu'elle ne connaissait pas encore cette chanson, mais qu'elle pourrait l'apprendre, si on la lui apprenait. Leif plongea le nez dans son bol et se tut, mais des larmes brillaient encore au bord de ses cils. Le jour ne devenait pas plus facile. Ylva circulait dans la cour, veillant à ce que les portes restent fermées, que les poules ne s'éparpillent pas sur la pente, que les esclaves fassent leur ouvrage sans trop de pause. Mais chaque remarque semblait se heurter à un mur invisible. L'esclave qui obéissait jadis à mort jetait maintenant d'abord un coup d'œil non pas à la nouvelle maîtresse, mais à l'ancienne, comme pour lui demander en silence si elle devait vraiment faire selon la parole de l'autre. Les hommes du quai échangeaient en jets des regards, lorsqu'Ylva demandait que l'on range les filets à temps pour que les enfants ne s'y prennent pas les pieds. Dans ces regards, il n'y avait pas de défi ouvert, mais trop d'habitude à une autre main. Rolf passait alors le plus clair de son temps près de l'eau. Il ne regagnait la maison que lorsque les affaires réclamaient sa présence. Décider qui irait au marché du village voisin, comment partager la pêche, qui envoyer porter la redevance aux hommes du Jarl. Dans la maison, il préférait ne pas intervenir dans les frictions quotidiennes. Quant à Eric, une fois de plus, laissa sa hache dans l'herbe détrempée au lieu de la mettre sous l'abri. Ylva lui demanda posément mais fermement de la ranger. Le garçon détourna la tête, fit comme s'il n'avait pas entendu. Elle répéta sa demande. Cette fois, il lâcha la phrase fameuse. « Tu n'es pas notre mère ». Les mots n'étaient pas prononcés fort, mais ils tranchèrent dans l'air, comme un couteau bien affûté. Mort, assise sur le seuil à trier la laine, leva la tête, sans dire un mot. Solveig se figea, sa tablette dans les mains. Leif, qui faisait trotter son cheval de bois, arrêta son jeu. Rolf, debout près de la porte, se retourna. Un instant, tous les regards convergèrent envers Ylva. Elle aurait pu, à ce moment-là, crier, éclater en larmes ou se réfugier dans le ressentiment. Mais quelque chose en elle se contracta et se redressa. Elle s'approcha de la hache, la ramassa elle-même, la plaça dans les mains d'Éric et déclara distinctement, en le regardant droit dans les yeux, que dans cette maison, il y avait un père, une grand-mère, des enfants et elle, l'épouse de Rolf, qu'elle ne demandait pas à être appelée mère, mais qu'elle réclamait que sa parole soit respectée comme l'était celle de celle qui était là avant elle. S'il estimait qu'on pouvait laisser le faire dans l'herbe mouillée, qu'il le dise à son père, les yeux dans les yeux. Éric releva la tête, prêt à répliquer, mais aperçut derrière Ylva la silhouette de son père. Rolf se taisait. Son silence était lourd comme un rocher sur la grève. Le garçon serra le manche de la hache, fit volte-face, et en donnant un coup de pied dans une motte de terre,
alla la poser sous l'abri. Ilva savait qu'il ne s'agissait pas d'une victoire, mais d'un combat repoussé, et pourtant, c'était déjà quelque chose. Le soir, elle céda. Quand les enfants furent à table et que Rolf revint du quai, imprégné d'odeurs de sel, de poisson et de vent froid, elle s'approcha de lui non pas devant tous, mais un peu à l'écart du feu. Sa voix n'était pas forte, mais une colère contenue y vibrait. Elle dit qu'elle ne l'avait pas épousé pour jouer le rôle d'un fantôme dans une maison où tout était gouverné par des souvenirs étrangers, qu'elle n'avait pas l'intention de battre en retraite chaque fois qu'elle entendait le nom de la morte, comme s'il s'agissait d'un sortilège annulant son droit à la parole. Que, s'il souhaite qu'elle ne soit ici que de passage, comme une invitée, il devait le dire tout de suite, tant qu'elle pouvait encore rassembler ses affaires et revenir au seuil de son père. Pauvre, mais sien. Rolf écoutait sans l'interrompre. Dans ses yeux passa une ombre de douleur, semblable à celle qui les assombrissait chaque fois qu'on évoquait sa femme. Mais cette fois, une autre souffrance s'y mêlait, celle d'un coup venu non de l'extérieur mais de l'intérieur de la maison, porté par la femme qu'il avait lui-même fait entrer. Il comprenait que son désir de laisser les choses s'arranger d'elles-mêmes s'était révélé pire qu'un ordre brutal. Il ne chercha pas à se justifier. Il se contenta de dire brièvement qu'elle avait raison. La maison vivait comme si l'ancienne maîtresse était simplement sortie un moment et allait revenir d'un instant à l'autre. Que ce n'était juste ni pour la morte ni pour les vivants. Il ajouta que, puisqu'il avait lié son destin à celui de Ylva, il n'avait pas le droit de la maintenir dans l'ombre. Mais ces mots ne suffisaient pas. Et il le sentait. Cette nuit-là, il resta longtemps éveillé. Couché, il écoutait les souffles différents autour de lui. Celui de Leif qui ronflait enfoncé dans la peau de bête. Celui de Solveig, à peine un murmure dans le sommeil. Celui de mort qui se tournait parfois sur sa paillasse. Et un autre souffle encore, régulier mais aux aguets, tout près, sur le lit conjugal. Ylva était allongée, tournée vers le mur, les yeux ouverts sur l'obscurité où se devinait à peine la tache du bouclier accroché. Au dehors, la mer bruissait. Du fjord montait le cri lointain d'un oiseau nocturne. Plus loin, des voix avinées, venues d'une autre ferme, résonnaient, des gens rentraient d'un festin tardif. Toute cette vie coulait comme à côté d'une maison qui retenait entre ses murs deux êtres, un homme et une femme, qui n'avaient pas encore trouvé la langue commune. Au matin, Rolf décida de faire ce qu'il évitait depuis la première nuit de ce nouveau mariage. Il appela les enfants près de lui, alors que Ylva se trouvait là, sans lui cacher cette discussion. Ils s'assirent maintes près du foyer, lui sur son banc, les enfants sur un siège plus bas. Mort se tenait un peu en retrait, appuyé à son bâton, mais ne se mêlait pas à l'entretien. Le visage d'Eirik était sombre. Il s'attendait visiblement à une semonce. Solveig serrait sa tablette contre elle, les doigts blanchis par la tension. Leif faisait tourner entre ses mains une petite figurine de bateau. Rolf parla sans hausser la voix. Mais chacun de ses mots tombait comme un coup de marteau sur l'enclume. Il expliqua aux enfants qu'il ne pouvait pas y avoir, dans une maison, deux paroles maîtresses qui se contredisent, que Ylva n'était ni une invitée, ni une nourrice de passage, ni une femme que l'on pouvait contourner en faisant semblant que tout resterait comme avant. Elle était son épouse. Cela signifiait que sa parole venait dans la maison juste après la sienne, mais avant tout autre. Eirik fronça les sourcils, serra les lèvres. Dans ses yeux flamboya une blessure, comme si l'on arrachait à la fois une habitude et un morceau de la mémoire de sa mère. Il faillit dire quelque chose comme « Là vraiment, ouais, mère faisait autrement », mais se heurta au regard lourd de son père. Celui-ci ajouta alors une phrase qui rendit la pièce encore plus silencieuse. Il dit « Ne m'obligez pas à choisir entre vous et l'ordre dans la maison. » Les mots sonnèrent durement, presque comme une menace, mais la voix ne portait pas de menace creuse. C'était plutôt la violence d'un homme qui avait essayé jusqu'ici de tout retenir à la fois,
ses enfants, son souvenir, son exploitation, et qui comprenait qu'ainsi il finirait par se déchirer. Solveig baissa les yeux, ses cils frémirent. Leif, sans saisir le sens, mais sentant la lourdeur, se colla contre le genou de mort. Eirik détourna le regard, serra les poings au point d'en blanchir les jointures, mais ne dit rien. Ylva se tenait un peu en retrait, l'épaule appuyée à un poteau. Dans sa poitrine, un sentiment étrange se mêlait. D'un côté, il lui faisait mal d'entendre qu'il était prêt à faire passer l'ordre avant la douceur envers ses enfants. De l'autre, pour la première fois, elle sentait qu'on ne la laissait pas seule face à leur colère et à leur chagrin, que quelqu'un en dehors d'elle reconnaissait qu'à haute voix qu'elle avait le droit d'être ici non seulement par ses mains, mais par sa voix. Après cette conversation, l'air de la maison devint plus épais. Les enfants s'éparpillèrent en silence à leurs occupations. Eirik sortit dans la cour en faisant claquer la porte. Par la fente, Ylva le vit qui s'acharnait sur les bûches, comme si chaque coup de hache frappait quelque chose d'invisible. Solveig se réfugia dans un coin avec sa tablette. Mais au lieu des lignes égales habituelles, le bois se couvrait de traits courts et nerveux. Leif ne quittait presque plus mort, agrippé à son jupon. Rolf gagna le quai plus tôt qu'à l'ordinaire. Debout près de l'eau, il regardait les vagues caresser paresseusement les pierres, les mouettes tournoyer au-dessus des tripes de poissons. Dans le reflet du fjord, il voyait aussi sa propre silhouette, celle d'un homme las de son indécision. Il se sentait tiré vers le passé, vers ces temps plus simples. Il y avait un ennemi, on le frappait. Il y avait un butin, on le prenait. Il y avait l'ordre du jarl, on l'exécutait. Maintenant, ses ennemis n'étaient plus des guerriers étrangers, mais les larmes sur les visages de ses enfants et le regard fatigué de sa femme. Il songea à ces terres au-delà de la mer, où, disait-on, des moines dans leur monastère de pierre affirmaient qu'il faut donner son cœur en entier à un seul Dieu. Ici, les gens traitaient avec les dieux comme avec des voisins, et bien souvent prêtaient un serment à tous à la fois. Il comprit soudain qu'il avait vécu de la même manière, partageant son cœur entre le souvenir de la première épouse et le devoir envers la seconde, espérant que ni l'une ni l'autre n'exigerait la totalité. Mais cela ne pouvait durer. Ce jour-là, il resta plus longtemps que de coutume près de Lyr, vérifiant des filets déjà en bon état. En lui mûrissait un choix lourd auquel il ne pouvait s'esquiver en sautant sur un drakkar, en allant au combat ou dans un autre pays. Ce choix devait être fait ici, au bord d'un fjord paisible, où, au lieu de l'acier ennemi, l'attendaient des yeux d'enfant troublés et les mains d'une femme qui ignorait encore s'il la laisserait dans l'ombre ou la conduirait vers la lumière de sa maison. Vers le soir, le vent fraîchit. Un souffle plus froid vint du large. Dans la maison, flottait une odeur de poisson, de fumée et de quelque chose de nouveau. Une tension qui n'avait pas encore trouvé d'issue. Ylva, en remuant la soupe de poisson dans le chaudron, sentait comme si des fils invisibles rampaient sous le plafond. Chaque mot de ce matin, chaque silence, chaque regard enroulait la maison de liens. Elle ne savait pas même encore s'il sereina les tranchées ou si tous marcheraient en rond sur le même sentier usé. Mais, quelque part au fond d'elle, sous l'offense et la fatigue, une minuscule braise d'espoir couvait. Maintenant que le premier heurt violent avait eu lieu, que Rolf l'avait reconnue à voix haute pour épouse et maîtresse de maison, et non pour simple partie d'un marché, une chance leur était donnée, ou de se briser, ou de grandir. Et, au-dessus du fjord, au-delà des murs de la maison, d'autres nuages déjà s'amassaient, humains et divins. Les hommes du Jarl venaient plus souvent rôder près des fermes du rivage. Les moines envoyaient au village des intermédiaires avec des croix et des paroles nouvelles de foi. Les anciens murmuraient plus fréquemment à propos d'anciens serments et de vieilles haines. Le monde changeait, et si la maison de Rolf ne devenait pas une forteresse pour les siens, elle se transformerait vite en champ de bataille, non seulement pour les cœurs, mais aussi pour les l'âme. Le printemps avait pris pleinement ses droits, mais,
sur le fjord, se maintenait un vent froid et obstiné. Il caressait l'eau d'une paume râpeuse, secouait le toit de gazon de la maison de Rolf, s'accrochait au bord des manteaux. À l'intérieur de la maison longue, rien n'était paisible, même si le feu dans le foyer brûlait d'une flamme égale. Depuis cette discussion où Rolf avait obligé les enfants à écouter la parole de Ylva, le silence n'était plus le même. Ni celui ancien où chaque mention de la mère sonnait comme un coup, ni celui où se tapit le désespoir. Plutôt un silence dans lequel quelque chose se modifiait avec précaution. Ylva le sentait sur sa peau. La maison semblait désormais l'observer autrement. L'offense s'était épaissie par endroits, comme des nuages sur les montagnes, et, ailleurs, s'était éparpillée en fine brume. Elle-même, après son éclat, parlait moins, pesant ses mots comme on choisit des pierres pour un fondement. Ce qu'elle poserait aujourd'hui soutiendrait, ou ferait tomber tout le reste. Un genre, alors que le soleil sortit des nuages et répandit sur le sol des reflets blancs, elle vit Eirik dans la cour, occupé à fendre du bois. Ses gestes étaient brusques, mais la hache parfois glissait, n'entamant que la moitié, et le bûchon tombait à peine entamé. Il enrageait davantage, le reprenait comme un ennemi et frappait plus fort. Son visage était contracté, son regard perdu dans sa douleur. Ylva l'observa un moment depuis l'ombre du hangar. Elle aurait pu s'approcher pour faire une remarque, ou le féliciter comme on félicite les petites pour n'importe quel effort. Mais elle savait que pour ce garçon-là, ces mots ne serviraient à rien. Elle attendit qu'il ait encore donné quelques coups superflus, puis s'avança, parlant d'une voix calme, pas trop forte pour ne pas sonner comme un ordre. Elle fit remarquer que le bois se fend mieux le long du fil qu'en travers, sinon il se fatiguerait avant d'avoir terminé. Et que, pour celui qui se pense le premier homme de la maison, il ne s'agissait pas seulement d'agiter une hache, mais de veiller à ce que chacun ait de quoi nourrir le feu, le soir venu. Eirik eut un geste pour balayer ses propos, prêt à sortir une phrase toute faite, mais les mots restèrent coincés. Il n'y avait dans ses paroles ni condescendance ni caresse, seulement la reconnaissance de sa force et de sa responsabilité. Ylva ne resta pas plantée auprès de lui comme près d'un petit. Elle lui transmit quelques conseils. Comme assez autrefois, son propre père lui avait appris à tenir la faucille et la pelle, puis se retira. Au bout d'un moment, elle remarqua que les gestes du garçon devenaient plus précis, ses coups plus réguliers. Le soir, il apporta lui-même dans la maison une brassée de bûches bien rangées. Mort renifla, le complimentant plus par habitude que par élan. Ylva, en glissant les bûches dans le feu, dit simplement, comme une évidence. Sans Eirik, nous aurions dû brûler ce soir du bois vert. Les mots étaient simples, mais le garçon se figea une seconde, comme si on venait de le toucher. Le lendemain, elle osa davantage. Elle demanda à Rolf de laisser Eirik avec elle au quai. Il fallait trier les vieux filets, compter ceux qui pouvaient encore servir et ceux qu'il fallait transformer en cordage. Rolf s'étonna, mais accepta, en prévenant seulement son fils qu'il devait obéir. Sur le quai flottait une odeur de résine, de vase et d'autres choses encore. Une attente. Ylva montra à Eirik comment vérifier les nœuds, comment repérer les faiblesses dans la corde mince et mouillée. Elle lui dit qu'elle lui confiait une part importante du travail, parce qu'un homme, quand il se croit grand, ne peut rester à l'écart en attendant que les autres fassent la besogne. Elle parlait des filets, mais en elle résonnait un autre sens. Eirik écoutait sans lever la tête. Il discutait parfois, affirmant qu'il ne faisait pas cela pour la première fois, mais il acceptait malgré tout les remarques. Quand un des ouvriers, en passant, lança que le garçon s'en tirait bien, Ylva reçut ce mot comme une petite victoire, sans rien dire. Ainsi, peu à peu, un chemin mince commença de se tracer entre eux, ni doux ni sans pierre, mais qui leur appartenait. Avec Solveig, tout se passait autrement. La fillette vivait comme dans une pénombre. Elle apparaissait sur le seuil quand elle pensait qu'on ne la regardait pas.
et disparaissait dès que la conversation touchait à quelque chose de personnel. Sa tablette gravée de runes était devenue presque une part de son corps. Elle ne la lâchait pas, même en aidant Mort à dénouer les touffes de laine. Un soir, alors que les hommes tardaient au bord de l'eau et que Mort était sorti vérifier si les poules n'avaient pas chippé le grain des chèvres, Ylva remarqua Solveig assise contre le mur. La fillette gravait quelque chose sur une nouvelle tablette et tressaillait au moindre bruit sec. Ylva s'approcha sans bas, s'assit non loin, en ménageant un espace entre elles. Le silence fut d'abord dense, puis se fit plus léger. Ylva ne demanda pas ce que Solveig écrivait, mais pourquoi elle gardait toutes ces tablettes avec tant de soin. La fillette la regarda comme surprise que quelqu'un ait enfin vu cela. Puis elle répondit, d'une voix basse, qu'elle avait peur d'oublier le visage de sa mère, que chaque ligne, chaque signe, était comme une corde avec laquelle elle attachait le souvenir à elle, pour qu'il ne s'enfuit pas sur le fjord comme un bateau sans amarre. Les mots étaient simples, mais se coinçaient dans la gorge. Ylva sentit remonter ce même serment familier qui l'envahissait lorsqu'elle pensait à sa propre mère, non pas comme à une sainte, mais comme à une femme capable de se fâcher pour du pain trop grillé et de rire aussitôt après. Elle en parla à Solveig, doucement, sans grand discours. Elle lui raconta la peur, autrefois, de se réveiller un jour sans se rappeler sa voix. Puis le moment où elle s'était rendue compte qu'elle l'entendait même dans ses rêves. Ensuite, elle proposa à la fillette d'essayer de graver non seulement des noms et des mots isolés, mais aussi de courtes pensées. Quel temps il faisait le jour de tel événement? Quelle chanson chantait la mère en lui cousant une robe? Quelle odeur avait ses cheveux lorsqu'elle revenait du champ? Solveig eut d'abord un mouvement de recul. Des pensées à côté du nom de sa mère lui semblaient presque un sacrilège. Mais Ylva lui expliqua que cela ne diminuait pas la mémoire. Au contraire, cela la rendait plus vivante. Un nom sans histoire reste comme une pierre sans mousse, froid et solitaire. Elles restèrent longtemps assises ainsi, et la fillette grava, lentement, lettre après lettre. Mère riait quand l'œuf éternuait à cause de la farine. Une mince pelure de bois se souleva sous les runes, légère, presque transparente. Dans cette pelure, ils se retrouvèrent tous les trois, le rire, la farine et ce petit éternuement, plus proche qu'il ne l'avait été auparavant. Les soirs où Rolf rentrait du quai plus tard qu'à l'ordinaire, il lui arrivait de surprendre cette scène. Ylva et Solveig assises près du feu, une tablette entre elles. La fillette fronçant le front en traçant non seulement des noms d'ancêtres, mais aussi ses premières pensées timides. Il s'arrêtait sur le seuil pour ne pas briser cette fragile paix, et observait la lumière du foyer sur leur visage. Au fond de sa poitrine montait une chaleur douce et un peu amère. Les enfants, comme s'ils se retournaient, commençaient à chercher un appui non seulement en lui et en Mort, mais aussi en cette femme. Avec Leif, la solution vint de manière inattendue. Le petit garçon était un tourbillon qui prenait peu de choses au sérieux. Il pouvait rire jusqu'à en tousser, pleurer pour une branche cassée comme s'il avait perdu un navire. Une chose seule restait immuable. Il ne s'endormait pas sans la chanson que sa mère lui chantait autrefois. La nuit, la maison se remplissait de ses sanglots, de ses demandes obstinées et têtues. Chante. Ylva avait essayé d'apprendre l'air à partir des bribes murmurées par Mort, mais chaque fois, l'enfant repoussait sa main, se détournait, et il fallait alors le calmer jusqu'à l'épuisement. Un jour particulièrement lourd, tout se mêla. Le matin, Eirik s'était querellé avec un ouvrier à propos d'un bateau. À midi, un homme du Jarl avait traversé la cour, récoltant des nouvelles et rappelant la dîme à venir. Son manteau blanc, rigide, avec une croix brodée sur la poitrine, tranchait entre les vêtements de laine et de cuir. Il parlait de paix sous l'autorité d'un seul Dieu, mais ses yeux glissèrent sur l'épée de Rolf au mur, sur le marteau à son cou, sur le grenier
où l'on gardait le poisson séché. Sa voix portait une promesse. Ceux qui resteraient fidèles aux anciens dieux risquaient de se retrouver de l'autre côté du nouvel ordre. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air comme une écharde. En les entendant, Ylva se dit que le monde autour d'eux devenait plus dangereux. Non seulement à cause des tempêtes et des mauvaises récoltes, mais aussi à cause des nouveaux dieux et des vieux serments. Le soir, lorsque la porte se referma derrière l'émissaire, elle vit Rolf rester longtemps debout devant le mur où pendaient, côte à côte, l'épée, le marteau et la croix de bois. Il ne dit rien, mais ses gestes portaient la même tension que celle du foyer. À la nuit tombée, les forces manquaient à tous. Leif, après avoir disputé tout le monde, refusait de s'endormir sans l'ancienne chanson. Ylva était assise au bord de sa couche, les épaules douloureuses de fatigue, le dos brisé. Dans sa tête tourbillonnaient les souillis du jour, les mots de l'homme du Jarl, des fragments de phrases des enfants. Le garçon reniflait, enfouissant son visage dans l'oreiller. Répétait son refrain préféré. Mère chantait autrement. Ces mots auraient pu, comme autrefois, la blesser. Mais cette fois, quelque chose en elle recula, là de lutter. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus essayer d'être la copie exacte d'une femme qu'elle n'avait jamais connue. Sans réfléchir, elle se mit à chanter doucement la chanson de sa propre mère, celle qu'elle avait portée à travers son enfance comme une petite flamme. Il n'y avait pas d'ornement ni de grands envols dans cette mélodie. Elle était simple comme le chemin le long du fjord. Quelques lignes sur la mer qui emporte les tourments, sur la maison où l'on trouve toujours une place près du feu, sur la main que l'on peut tenir dans l'obscurité. D'abord, Leif écouta avec méfiance, reniflait comme s'il s'apprêtait à protester. Mais les mots et la mélodie, en avançant l'un après l'autre, semblaient remettre quelque chose en ordre en lui. Sa respiration se fit plus régulière, son regard s'alourdit de sommeil. Sans y penser, il se blottit contre Ylva, se pressa à son flanc, et, tandis qu'elle chantait, s'endormit profondément, sans soubresaut ni sanglot soudain. Sa petite main ne lâcha pas le tissu de sa manche, même lorsque son souffle devint parfaitement calme. Ylva resta ainsi un moment, avec cette main d'enfant appuyée sur sa jambe. Une chaleur inattendue lui monta au cœur. Elle comprit que, pour la première fois depuis son arrivée, elle avait donné aux enfants quelque chose qui venait d'elle, sans chercher à n'être que l'ombre d'une autre. À cet instant, elle n'était pas un remplacement, ni une épouse de passage, ni un accord entre deux familles. Elle était une femme qui avait apporté dans cette maison sa propre chanson, et celle-ci avait été acceptée. Rolf rentrait justement au moment où cette chanson flottait encore dans l'air. Il s'arrêta près de l'entrée, veillant à ne pas faire grincer la planche, et écouta. L'air, lui, était inconnu, mais il y sentait quelque chose du rythme des vagues contre la coque et du murmure du vent dans les pins de la pente. À travers la porte entr'ouverte, il vit Leif endormi, la tête posée sur les genoux de Ylva, et la main de celle-ci qui caressait légèrement son dos, suspendue un instant, comme si elle craignait d'ôter le chaleur. Une pointe le saisit à la poitrine. Ce sentiment lui était étranger, ni jalousie, ni la douleur de la comparaison, mais une gratitude étrange, prudente, et aussi une inquiétude légère. Venait-elle de ce que les enfants commençaient à se tourner vers elle non seulement pour la nourriture, mais pour la consolation? Avait-il le droit de les jalouser pour cette tendresse qu'il trouvait auprès de la femme qu'il avait lui-même fait entrer sous son toit, pour leur bien? Les jours suivants, il le remarqua de plus en plus. Eirik, après avoir travaillé à la hache, venait demander à Ylva si le bois suffisait pour la nuit et s'il pourrait l'aider au quai, le lendemain, si elle y vérifiait et les filait. Solveig apportait parfois une tablette et, presque sans mots, lui montrait les nouvelles lignes. Leif, voyant Ylva se diriger vers le grenier à farine, s'accrochait au bord de sa jupe et lui demandait de l'emmener, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il la lâchait. Le véritable tournant eut lieu un matin tout simple, sans rien d'exceptionnel.
Chacun se pressait à sa tâche. Mort se dépêchait vers le four. Rolf se préparait à descendre au quai. Ilva ramassait les bols vides sur la table. Et Eric, bondissant du banc, lança en courant. « Maman, je vais à la rive !» Le mot s'échappa de sa bouche aussi naturellement que le nom de la morte autrefois. Il ne sembla pas s'en apercevoir et filait déjà vers la porte. Un silence s'abattit sur la pièce, dense comme une couverture de laine. Mort resta figé, la louche à la main. Solveig, sa tablette entre les doigts, et n'osa pas faire la prochaine entaille au quidlé au couteau. Leif s'immobilisa à mi-chemin de la sortie, levant les yeux vers les adultes. Rolf pâlit, comme si une main glacée venait de lui frôler l'échine. Dans ce seul mot « maman » se nouaient toutes les années vécues avec la première épouse et tous les jours récents passés avec la nouvelle. Ylva sentit son cœur tressaillir et cogner contre ses côtes. Elle aurait pu répondre par une plaisanterie, corriger le garçon ou faire semblant de n'avoir rien entendu. Mais, à cet instant, le choix comptait plus que le confort. Elle se redressa lentement et, croisant le regard de Leif et de Solveig, dit d'une voix douce mais suffisamment claire pour que tous entendent. Elle déclara qu'elle ne remplacerait pas celle qui avait été là avant, que chacun n'a qu'une seule mère et que le souvenir d'une mère est chose sacrée. Mais si leur cœur trouvait plus facile de l'appeler ainsi, elle ne l'interdirait pas. Qu'ils l'appellent mais comme ils en avaient besoin, et non comme l'usage le commandait. Rolf détourna les yeux, comme ébloui par un soleil trop vif. Pour lui, ce mot restait une plaie profonde, presque saignante. Il avait l'impression que si les enfants donnaient ce nom à une autre femme, ils trahissaient la mémoire de la première. Et pourtant, en entendant à quel point cet appel avait jailli naturellement de la bouche d'Éric, il sentit que, peut-être, on ne trahit pas un souvenir en se permettant de vivre encore. Il n'était pas prêt à l'avouer à haute voix. Cette nuit-là, lorsque la maison fut calme et les enfants depuis longtemps endormis, il s'assit près du feu, à côté de Ylva. La flamme dévorait lentement les bûches et, au-delà des murs, le fjord murmurait. Rolf se tut longtemps, faisant glisser entre ses doigts la petite croix de bois à sa ceinture. Puis il parla. Pour la première fois avec une telle franchise. Il avoua qu'il avait peur. Peur de cesser un jour d'entendre, en rêve, la voix de sa première épouse, de ne plus parvenir à se souvenir exactement de son rire ou de sa façon de froncer les sourcils. Peur que les enfants cessent de voir nettement son visage et le remplacent par un autre, parce que ce serait plus simple. Peur qu'avec la cotte de maille rouillant au mur, rouille aussi le guerrier qu'il avait été et le mari qu'il était devenu. Qu'avec son départ à elle, un pan de sa vie se soit brisé et qu'il se tienne encore au bord de cette fracture. Ylva l'écouta sans l'interrompre. Dans sa voix, il n'y avait pas de plainte, seulement un aveu las et sincère. Elle ne jalousait pas la morte, ne cherchait pas à prouver sa propre importance. Elle proposa autre chose, à quoi il n'avait pas pensé. Cesser de cacher le souvenir, comme une blessure sous un vêtement. Elle suggéra qu'il vaudrait peut-être mieux offrir à la première épouse un coin à elle, non pas secret, mais ouvert, et y déposer quelques-unes de ses affaires, un châle dont les enfants se souvenaient, une coupe dont elle aimait se servir, pour que l'on parle d'elle à voix haute, comme d'une femme vivante, et non comme d'une ombre sanctifiée. Rolf d'abord fut surpris. Il croyait honorer la mémoire en ne prononçant son nom que par nécessité, en la gardant dans le silence. Mais dans les paroles de Ylva, il y avait un autre savoir. Les morts deviennent plus effrayants quand on les craint. Quand on ne parle d'eux qu'à voix basse, les vivants se mettent à mesurer chacun de leurs pas à leur aune. Si on leur donne un lieu petit mais honnête, peut-être cessant-ils de hanter la maison comme des maîtres invisibles. Au matin, tous deux, sans beaucoup de mots, choisirent un coin au pied du mur, un peu à l'écart du passage. Ils y apportèrent un de ces anciens châles brodés, une petite boîte où reposaient quelques bijoux simples, une figurine de bois qu'elle aimait garder en main.
Solveig restait à distance, comme effrayé d'approcher. Eirik se tenait près de la porte, Leif caché derrière la jupe de mort. Ylva proposa aux enfants de déposer chacun un objet qui leur rappelle leur mère. Solveig posa sur l'étagère une tablette gravée d'une ancienne inscription qu'elle ne lisait plus. Eirik y déposa un petit couteau avec lequel sa mère l'avait jadis laissé couper le pain. Leif apporta un caillou en forme de cœur. Ils restèrent au là à contempler ce petit coin, et la maison demeura silencieuse. Mais ce silence ne pesait plus. Il ressemblait à celui qui suit une prière, lorsque chacun finit en lui-même ce qu'il n'a pas dit. À partir de ce jour, le nom de la défunte résonna autrement, non plus comme un reproche adressé aux vivants, mais comme une part de leur histoire commune. En observant Ylva qui égalisait doucement le châle et redressait la figurine, Rolf sentit quelque chose bouger en lui. Il comprit que cette femme n'était pas venue chasser le passé, mais l'aider à vivre à côté et non dedans, et que là se tenait sa force. Même si elle ne portait pas de cotte de maille et ne serrait pas une épée. Un nouveau jour commençait sous le même ciel, au bord du même fjord, mais, dans la maison, une autre chanson se faisait entendre. Le soir, lorsqu'ils se réunissaient auprès du feu, il arrivait que Ylva entonne sa mélodie simple. Solveig notait de courtes histoires sur sa mère. Eirik interrogeait son père sur ses expéditions, et Leif, blotti sur les genoux de l'un ou de l'autre, s'endormait à leur voix mêlée. Le fantôme qui errait depuis si longtemps entre ces murs cessait d'être une ombre menaçante. Il devenait une part de la saga qu'ils racontaient désormais ensemble. Au loin, par-delà le fjord, le monde continuait de changer brutalement. Les hommes du Jarl rassemblaient des forces pour de nouveaux raids. Dans les murs de pierre, les moines recopiaient des livres où certains dieux prenaient plus de place que d'autres. Dans les familles lointaines, de vieilles rancunes relevaient la tête. Tout cela s'avançait vers eux comme une vague lente et lourde. Mais, ici, au bord du fjord paisible, dans la maison du loup cendré, ils avaient au moins une pierre solide. Un espace petit, mais bien à eux, où passé et présent cessaient net de se déchirer. Et, entre l'homme et la femme, d'abord unis par la nécessité, quelque chose de plus grand que le marché poussait en silence, comme l'herbe de printemps sous la neige. Le printemps, sur le fjord, arrivait toujours dans le fracas. La glace se rompait comme un vieil os, le cas où l'eau se libérait et retrouvait sa force. Cette année-là, il ne vint pas seulement avec le bruit du dégel, mais aussi avec les cris des hommes. À l'angle lointain du fjord apparurent les dracars du Jarl, longs, étroits, aux prousses sculptées en têtes de dragon. Leurs voiles, encore cargués, pendaient à la vergue comme des ailes prêtes à se déployer. Au village, près de l'Eu, tout s'agita. Certains sortirent note pour regarder. D'autres s'empressèrent nomades de cacher ce qu'ils préféraient ne pas laisser sous les yeux des hommes du Jarl. Rolf se tenait à son embarcadère, la main posée sur un poteau, et observait l'approche lente des bateaux. En lui se réveilla un frisson ancien, oublié. Ces navires sentaient sa vie passée, la résine, la sueur des guerriers, le fer, les chansons grossières et le silence du matin, avant le premier coup d'aviron dans l'île. Il reconnut, à la démarche, à la voix, chacun de ceux qui sautaient sur la grève. Ils étaient plus âgés qu'au temps où ils partaient ensemble vers l'ouest, vers les monastères de pierre et les villes où sonnaient les cloches de dieux étrangers. Mais, dans leurs yeux, la même flamme dansait encore. L'un d'eux, large d'épaules, à la barbe rousse et au nez barré d'une cicatrice, s'avança le premier. Il l'appela par son ancien surnom, le loup cendré, étirant les syllabes comme on goûte un vin familier. Derrière lui, d'autres se tenaient. Les plus jeunes regardaient Rolf avec curiosité, les plus vieux avec un mélange de respect et d'envie rentrée. L'un cracha de côté, plaisantant sur le fait que le loup s'était enfermé dans sa tanière avec des femmes et des enfants. Un autre, au contraire, lui tapa sur l'épaule
disant que la maison aussi était un champ de bataille, seulement moins visible. Il va observer la scène depuis le côté de la maison. Elle voyait le visage de Rolf se modifier. Ses traits se durcissaient, ses yeux s'éclaircissaient, ses gestes retrouvaient une assurance ancienne. Tata. Auprès de ses anciens compagnons, il semblait devenir un autre, celui qu'il était avant que le fjord ne devienne pour lui non plus une route, mais une frontière. Elle ne le connaissait pas ainsi, et, pourtant, ressentait que cela faisait aussi partie de lui, une part qu'on ne pouvait simplement trancher. Le jarl, lui, ne descendit pas sur la grève. À sa place, ses hommes allèrent trouver chaque mètre de ferme du rivage, l'un pour ceux que l'on pouvait ranger sous la bannière sans beaucoup de discours, l'autre pour ceux qui avaient de vieilles dettes. Vers Rolf s'avança un guerrier grand, à la barbe soigneusement peignée, au manteau retenu par une fibule richement ornée. Son épée n'était pas d'un travail commun, de l'argent brillait à la garde. Il parlait au nom du jarl, et cela se sentait dans chacun de ses gestes. Il annonça que le jarl rassemblait les vieux guerriers pour une nouvelle expédition. Non pas la plus glorieuse, celle qui nourrirait les champs, mais un raid pour l'argent et pour affermir son pouvoir. Dans le fjord voisin, un homme libre avait refusé de payer la dîme, prétextant qu'il servait désormais un seul dieu et non le jarl. Des hommes comme lui affluaient chez lui, des gens qui s'étaient insignés et avaient retiré le marteau de Thor de leur cou. Le jarl devait montrer que son autorité n'était pas moindre que celle du nouveau dieu. Dans les paroles du messager se mêlaient plusieurs fils. Lutte pour le pouvoir, lutte pour la foi, anciens serments et promesses nouvelles. Il rappela à Rolf qu'il avait juré au jarl par l'épée et par le sang. Juré de ne pas l'abandonner à l'heure difficile. Et même si Rolf ne montait plus sur les longues routes de mer, son nom n'était pas oublié. Le loup cendré, qui ne reculait pas lorsque l'affaire était engagée. Le jarl voulait le voir de nouveau à la proue d'un navire. Rolf écoutait, et en lui se levait un sentiment double. D'un côté, l'appel familier. Ses mains semblaient retrouver le poids de l'épée, ses épaules, la tension des rames, ses oreilles. Le tumulte des cris mêlé au choc de l'ose. Sur une terre étrangère, la vie se resserrait autour de choses simples. Frapper, parer, tenir. Là-bas, il n'y avait pas de place pour les pensées lentes et lourdes. De l'autre, l'image de la maison s'imposait à lui. La lueur chaude du foyer, les visages des enfants, les mains de Ylva qui, inquiète, redressent la nappe lorsqu'on pose un bol trop près du bord. Le fjord n'était plus seulement une route vers le butin. Il était devenu un miroir où se reflétaient leurs habitudes communes, encore fragiles. Qui rit comment, qui prend la cuillère en premier, qui grogne contre les vêtements humides. Quand les hommes du jarl se rendirent au domaine voisin, Rolf resta longtemps sur la grève. Le vent tirait sur son manteau comme pour le pousser vers les dracars. Dans sa tête, les mots anciens du serment résonnaient. Servir le jarl tant qu'il vivrait et tiendrait son épée ferme. Ces mots le liaient à la vie qu'il avait eue, dont il ne reniait pas les pas. Mais il savait aussi qu'il n'était plus le même guerrier, prompt à se jeter vers le butin, en oubliant la rive qu'il laissait derrière lui. Ylva ne s'approcha pas de lui tout de suite. Elle lui laissa le temps de rester seule avec cet appel ancien. Puis, lorsque le crépuscule épaissit l'ombre et que l'océan s'assombrit, elle vint se placer à ses côtés. Son manteau claquait dans le vent. Quelques mèches échappées de sa tresse lui fouettaient la joue. Un moment, ils se contentèrent de regarder les dracars qui oscillaient près de l'autre rive. Rolf rompit le silence le premier. Il dit que le jarl l'appelait à l'expédition, que l'affaire était grave. Une révolte contre son autorité mêlée aux nouveaux enseignements venus des monastères. Que si les hommes libres commençaient à écouter davantage des prêtres étrangers que leur propre jarl, le sang coulerait dans ces fjords non plus, seulement pour le butin. Il ajouta que l'autre fois, avant que le fjord ne se remplisse d'enfants et d'ustensiles, il n'aurait pas hésité une seconde. Il aurait pris son épée,
embarqué sur un navire, et la mer elle-même lui aurait soufflé ce qu'il fallait faire. À présent, tout était différent. Il dit enfin à voix haute ce qui tournait depuis longtemps dans sa poitrine. Il n'était plus seul. Il y avait des enfants qui le regardaient s'éloigner lorsqu'il franchissait le seuil. Il y avait une vieille mère qui grognait mais traçait en secret un signe dans son dos au moment où il prenait la route. Il y avait Ilva, qui tenait la maison si solidement qu'elle ne s'effondrait pas même lorsque le vent du large se faisait mauvais. Il ne pouvait faire comme si ses vis n'étaient pas liées à chacun de ses pas. Ilva écoutait, le cœur serré. Elle comprenait que le détourner de l'expédition, ce serait se placer entre lui et une part de lui-même. Dans le même temps, l'idée de le voir repartir sur une longue barque, vers le combat où les lames rencontrent la chair, où l'on confie sa vie autant à sa main qu'au Dieu, la terrifiait. Non parce qu'elle craignait de rester seule avec les enfants et la ferme. Elle savait désormais qu'elle pourrait s'y tenir. Mais parce que, précisément au moment où un sentiment fragile, encore sans nom, commençait à pousser entre eux, un rivage étranger pouvait le lui arracher. Elle lui dit doucement, sans emphase, qu'il n'était pas un objet du jarle qu'on décroche du mur comme un bouclier, que le serment restait un serment, mais que bien des hivers avaient en passé depuis, qu'il avait déjà donné assez de sang et de force, mais qu'elle ne le retiendrait pas seulement parce qu'elle avait peur. Il devait partir ou rester de manière à ne pas avoir honte, plus tard, de son choix, ni devant le jarle, ni devant les dieux, ni devant lui-même. Ces mots n'étaient ni le « reste pour nous » que d'autres femmes auraient prononcé, ni le « va si tu y tiens ». Il reconnaissait son droit à décider qui il voulait être désormais. Et il portait aussi une confiance limpide. Elle croyait qu'il saurait choisir, non par peur, mais par droiture. Cette confiance pesait à Rolf autant qu'elle le réchauffait. Cette nuit-là, il resta longtemps assis près du feu, les yeux fixés sur l'épée décrochée du mur. La lame, bien polie, gardait pourtant la marque d'anciens coups. Le marteau de Thor sur sa poitrine était sombre, usé, la croix à sa ceinture, légère, presque sans poids. Sa mère ronchonnait que les dieux n'aiment pas ceux qui se déchirent entre eux. Mais, croyant que son fils ne la voyait pas, elle portait parfois à ses lèvres le symbole gravé du dieu du tonnerre et lançait parfois un regard furtif à la croix, sans savoir à qui, au juste, elle adressait ses murmures. Les enfants dormaient serrés comme jamais, comme s'ils sentaient qu'une décision se formait dans la maison. Solveig, avant de se coucher, avait gravé quelques nouvelles lignes sur sa tablette, sans les montrer. Eirik jouait l'indifférence, mais Ylva voyait ses épaules se raidir chaque fois qu'on parlait de la mer. Leif, ignorant tout, se réjouissait dès qu'il entendait mentionner les dracars, qui n'étaient pour lui que de beaux bateaux aux têtes de monstres. Au matin, Rolf annonça sa décision. Il partirait. Pas pour le butin ni pour chanter sa propre gloire, mais pour savoir quel homme il était devenu. Il affirma ne pas vouloir se cacher derrière la maison comme derrière un bouclier, alors qu'une question le rongeait. S'il restait seulement par peur de perdre ce qu'il avait, cette peur se changerait, avec le temps, en rouille, qui finirait par le ronger lui et ce qui s'était déjà formé entre lui et Ylva. Une seule fois affronter la tempête lui semblait préférable à l'attendre éternellement sur la grève. Ylva ne pleura pas, ne le supplia pas de rester. Elle lui demanda seulement de ne pas chercher la mort, de ne pas se précipiter là où l'on peut être brave, mais mort. De revenir vivant, fût-ce avec de nouvelles sueurs cicatrices, fût-ce épuisé, mais de revenir. Elle lui promit que la maison l'attendrait. Les enfants seraient nourris, les filets réparés, le feu ne s'éteindrait pas. Elle le dit avec une telle assurance que même Mort cessa de rouspéter et se contenta de soupirer lourdement. Les préparatifs ne prirent sans guère de temps. Le vieux coffre s'ouvrit, dévoilant la cotte de mailles qui sentait la vie d'autrefois. Le fer, la sueur, le vent salé, Rolf la passa,
et sentit son corps se souvenir du mouvement sous ce carcan pesant mais familier. L'épée retrouva sa place à sa ceinture, comme si elle n'en était jamais partie. Un instant, Ilva eut l'impression de ne plus voir le maître du quai, mais le guerrier qui jadis effrayait les rivages étrangers. Au moment où il se tenait à l'embarcadère, prêt à embarquer sur le drakkar, les enfants l'entourèrent. Eirik restait droit, s'efforçant de cacher l'incendie intérieur. Solveig se tassait, les yeux brillants comme des pierres béaillères mouillées. Leif s'accrochait à sa jambe, tel un petit crabe au rocher de la grève. Mort, ouvertement, traça sur lui des signes où se mêlaient l'ancien symbole du marteau et le geste nouveau de la croix. Ylva demeurait un peu en retrait, sans s'imposer, mais assez près pour qu'il puisse la voir. Lorsqu'il s'approcha, elle rajusta son manteau, ses doigts se posant malgré elle sur son épaule. Dans ce contact furtif passait plus que dans bien des phrases. Elle lui dit très bas qu'il ne devait pas revenir au Jarl ni au fjord, mais à la maison. Que la maison n'était ni 4 murs ni un quai, mais ceux qui l'y attendaient. En route, la mère ne les accueillit pas avec douceur, mais avec sa franchise coutumière. Les vagues frappaient les flancs, le vent tirait sur la voile. Les cris des ordres se mêlaient au sifflement de l'eau. Debout près du bordage, Rolf sentait son corps retrouver chaque geste. Il redevenait une partie d'un grand être vivant et bruyant, le drakkar. À côté, ses anciens compagnons riaient aux éclats, rappelant les raids passés, les rivages étrangers, les monastères où les coupes d'or brillaient dans la pénombre comme des yeux d'animaux. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Quand les hommes évoquaient le jour où ils avaient incendié une riche maison et se moquaient des cris des maîtres du lieu, Rolf surprenait en lui des images différentes. Non des inconnus, mais sa propre ferme. Des enfants contre le mur, les objets dans le coin des souvenirs. Il va près du foyer. L'idée que d'autres puissent entrer dans sa maison avec le feu cessait d'être une scène prise dans le destin d'autrui. Elle devenait une menace personnelle. Sur le rivage étranger, où la pierre avait une autre couleur et où l'air portait une odeur différente, la troupe du Jarl finit par se retrouver face à ceux qui avaient renié son autorité au nom du nouveau dieu. Rien ne ressemblait tout à fait aux raids d'autrefois. Il n'y avait pas ici de monastères riches en argent. Il y avait des maisons longues semblables aux leurs, d'autres relents de poissons et de fumée. Seuls, sur certains toits, se dressaient des croix de bois grossières et, près des portes, des planches enfoncées dans le sol figuraient un homme cloué. Les gens d'ici parlaient de paix et de Dieu unique, mais leurs mains serraient les mêmes lances. Rolf lut dans leurs yeux ni mépris ni terreur, mais une résolution identique à celle qui avait été la sienne, lorsqu'il défendait son droit à la terre et à la liberté. Le Jarl voulait montrer sa force, prouver que sa volonté ne se discutait pas, quels que soient les sermons. Quelqu'un proposa de brûler quelques fermes, pour faire exemple. Les mots se faisaient plus durs, les mains se tendaient déjà vers les torches. C'est à ce moment-là que Rolf sentit le bord non seulement d'un précipice étranger, mais du sien. Autrefois, il aurait suivi le mouvement sans poser de questions. Désormais, la situation était différente. Devant lui se dressait un choix. Demeurer le loup cendré que l'on dépeignait comme la terreur des côtes, ou devenir celui qui ose dire non, même avec le grondement des voix et le heurt du fer derrière lui. Il fit un pas en avant, sans grand discours. Il dit que ces gens-là vivaient comme eux, que, si aujourd'hui ils incendiaient leur maison parce qu'ils priaient autrement, demain le même sort pourrait s'abattre sur leur fjord, si le Jarl ou ses ennemis avaient besoin d'un exemple. Il rappela que la force du Jarl se voyait déjà. Ils étaient venus, plus nombreux, mieux armés. Ceux qu'il fallait punir le seraient en argent. Ceux qu'il fallait retenir le seraient comme otages. Mais le sang sur la neige et la fumée au-dessus des toits resteraient longtemps dans les mémoires. Et cette mémoire ne servirait pas toujours le pouvoir. Ces paroles ne plurent pas à tous. Un jeune guerrier ricana, le traitant de ramolli.
Autre demanda si ce n'était pas l'influence de sa nouvelle femme qui lui faisait parler comme un prêtre. Mais les anciens écoutaient plus attentivement. Ils connaissaient le prix du sang et savaient que, parfois, la force ne réside pas seulement dans le coup porté, mais dans celui que l'on retient. Le représentant du jarl, celui à l'épée ornée, fixa Rolf longuement. Dans son regard s'affrontaient l'habitude d'obéir aux attentes du maître et la raison. Il comprenait qu'un amour réduit en cendres répandrait à la terreur, mais pourrait aussi raviver des braises de révolte. Finalement, il inspira profondément et déclara que, cette fois, il se passerait du feu. On prit des otages, on posa des conditions, mais les maisons restèrent debout. Ce soir-là, assis près du brasier sur une terre étrangère, Rolf contempla les flammes et songea à l'étrange manière dont un homme change. Il n'était pas devenu plus faible. Il savait toujours tenir une épée et rester dans les rangs. Mais désormais, derrière chacun de ses pas se projetait l'ombre d'un autre pas, celui dont on parlerait à la maison. Ses décisions n'étaient plus les siennes seulement. Elles entraînaient avec elles les visages des enfants et la voix paisible de Ylva qui lui disait « Reviens vivant ». Lorsque la troupe du jarl reprit le chemin du retour, la mer les reçut avec une tempête. Les vagues se dressaient en murs. Le navire frémissait comme un être vivant. Les hommes criaient pour se soutenir entre eux et appeler les dieux. Certains invoquaient Thor, d'autres se signaient, d'autres encore se contentaient de serrer les dents. Rolf, cramponné au bordage, sentait chaque coup de mer contre les planches se répercuter en lui. Sa vie ne lui paraissait plus être un simple fil tendu entre lui et le jarl. Elle se prolongeait plus loin, vers la rive où on l'attendait. Quand enfin, la terre de leur fjord émergea du rideau de pluie, quelque chose se détendit en lui. Debout à la proue, il retrouvait un geste ancien, mais un sentiment nouveau. Jadis, il cherchait du regard l'endroit le plus commode pour aborder et prendre le butin. À présent, il cherchait la courbe familière du rocher derrière lequel se cachait la maison, sa maison. À l'embarcadère, on ne l'accueillit pas en héros, bien que l'éclat d'un certain respect ait passé dans les yeux de plusieurs hommes. On l'accueillit comme une part de la maison. Eirik tentait de garder une allure d'adulte, mais se trahit en se penchant en avant dès qu'il aperçut son père. Solveig tenait sa tablette, l'oubliant pourtant dans sa main, tant elle scrutait la silhouette qui se découpait. Leif, oubliant tout interdit, courait déjà sur les planches humides, avant que Mort ne le rappelle à l'ordre. Ylva se tenait un peu en retrait, comme lorsqu'il était parti, mais dans son regard, il lut une telle clarté et une telle inquiétude qu'il en eut le souffle coupé. Il posa le pied sur la rive, le mal dégoulinant de ses vêtements sur les pierres, le manteau lourd collé à ses épaules. Ylva lui tendit aussitôt un tissu sec, sans discours, sans question pressée. D'abord les soins, ensuite les mots. Il comprit à cet instant combien il s'était habitué à être attendu, et combien il tenait à ne plus perdre ce sentiment. Ce soir-là, la maison était pleine de bruit, mais pas celui d'un festin. Les enfants parlaient tous ensemble, voulant lui raconter ce qui s'était passé en son absence. Eirik, sûr de lui, évoquait que les affaires du quai, comment il avait veillé à ce que les hommes ne flânent pas. Solveig, un peu gênée, lui montra une tablette où elle avait noté les jours où le vent soufflait le plus fort, pour qu'il se rappelle l'humeur de la mer. Leif grimpa sur ses genoux, s'agrippa à sa cotte de maille et, comme pour vérifier qu'elle était bien réelle. Il va rester légèrement en retrait, laissant les enfants vider leur cœur. Quand le tumulte retomba un peu, elle ne posa qu'une seule question, essentielle. Avaient-ils évité le sang versé en pluie? Rolf croisa son regard et répondit brièvement, avec une fierté nouvelle, tranquille, que oui. Leur navire revenait s'entraîner derrière lui la fumée de maisons brûlées. Il ne lui conta pas tout en détail, mais une compréhension passa entre eux.
Il avait choisi non seulement la maison, mais aussi l'homme qu'il voulait être. La nuit venue, alors que tout dormait, il tarda longtemps à trouver le sommeil. Il va coucher près de lui, respirait d'un souffle égal, mais il devinait qu'elle veillait autant que lui. Il voulut lui dire que ses paroles sur la grève, sa confiance, avaient retenu sa main lorsque d'autres se tendaient vers les torches. Il voulut lui raconter comment, debout devant les maisons étrangères, il l'avait vue, elle, près de son foyer. Mais les mots se bloquèrent. À la place, il posa simplement, avec précaution, comme de peur de rompre un charme, sa main sur la sienne. Elle ne la retira pas. Et ce contact suffit pour lui faire comprendre que quelque chose avait vraiment changé entre eux. À partir de ce jour, Rolf cessa, pour lui-même, d'être seulement un guerrier. Il pouvait toujours répondre à l'appel du Jarl s'il exigeait en les dettes et l'honneur. Mais il savait désormais que son principal champ de bataille se trouvait ici. Dans la maison du fjord, où se mêlaient anciens dieux et nouveaux, où l'épée restait au mur tandis qu'une chanson nouvelle montait du foyer. Et où ses choix résonnaient non seulement en écho dans la montagne, mais dans le cœur de la femme avec qui il avait décidé de partager non la gloire, mais les jours ordinaires et lourds. Le monde autour continuait de s'assombrir, lutte pour le pouvoir, débat sur la foi, vieille haine menaçait encore les fjords. Mais, au milieu de ce tumulte, un homme avait cessé d'être seulement le loup cendré du Jarl et devenait peu à peu Rolf, maître de maison et mari. L'été, cette année-là, fut clair, marqué par de longues nuits, presque blanches. Le fjord luisait comme de l'argent poli, frémissant parfois seulement sous le passage des rames. La maison de Rolf vivait au rythme paisible du travail. Le matin, elle sentait le pain et la fumée. Le jour, le poisson et la résine. Le soir, la fatigue et les rires étouffés. Le fantôme de la première épouse ne parcourait plus les pièces comme l'unique maîtresse des lieux. Il restait tranquille dans son coin de mémoire, où les enfants déposaient de petits présents et où il va, parfois, essuyer la poussière sur la figurine, comme pour la saluer en silence. Dans ce nouvel ordre, beaucoup de choses restaient peu familières, mais chacun peu à peu y trouva sa place. Eirik assumait avec fierté des tâches toujours plus nombreuses. Solveig gravait sur ses planchettes des récits qui ne concernaient plus seulement le passé, mais aussi le présent. Leif avait grandi au point de ne plus exiger de berceuse chaque soir. Il s'endormait parfois à la voix grave de Rolf, qui parlait de la mer. Ylva ne se sentait plus étrangère. Chaque jour, en se levant pour le foyer, elle savait que, sans elle, la maison serait autre, plus bruyante, plus sale, moins accueillante. C'est alors que, dans cette stabilité apparente, une nouvelle vint parler d'une visiteuse. Un jour où Ylva et Eirik déchargeaient la farine rapportée du marché, le bruit familier de sabots monta de la route. Un cavalier gravissait la pente, un homme de confiance, d'un parent éloigné de Rolf par les femmes. Il apportait que la nouvelle suivante. Une femme du clan de la première épouse, une cousine, autrefois habituée de cette maison, arrivait chez eux. En route pour régler des affaires auprès du Jarl, elle avait décidé de s'arrêter à la ferme qui s'était élevée grâce aux mains de sa parenté. En entendant cela, Ylva sentit un poids s'installer dans sa poitrine. La famille de la première épouse vivait toujours non loin, sur l'autre rive du fjord. Depuis que Rolf s'était remarié, il s'était peu manifesté. À présent, l'une des leurs venait, non comme une parente nécessiteuse, mais en femme persuadée de détenir un droit de jugement. C'est ainsi, du moins, que Ylva le ressentait. Le soir, en remettant la maison en ordre, elle se surprit à redresser chaque coin, chaque tissu fixé au mur, comme si un œil étranger devait déceler la moindre négligence. La visiteuse arriva le lendemain, vers midi. Dans la cour, régnait un calme que troublaient seulement les cris des mouettes au-dessus de le seau. Une jument, couverte d'un feutre grossier mais solide, s'arrêta devant la maison. La femme qui sauta de la selle n'était ni jeune ni vieille.
Son visage portait des traits nets, proches de ceux que Ylva avait vus sur les tablettes de Solvay lorsque la fillette tentait de dessiner sa mère. Il y avait là une ressemblance troublante. Sa tenue était de bonne qualité, robe de laine d'un vert profond, surmontée d'un manteau de drap fermé par une fibule d'argent marquée du motif de clan que Rolf avait autrefois montré aux enfants. À son cou, un collier de perles de verre, centré d'une goutte d'ambre, attira le regard. Elle balaya la cour d'un regard vif et précis. Elle vit le grenier solide, le tas de bois soigneusement rangé, la auge de lessive nettoyée jusqu'à briller, les filets en bon état contre les murs. Un léger rassentiment passa sur son visage, mais ses lèvres restèrent étroitement serrées. Lorsque son regard se posa sur Ylva, il n'y avait ni hostilité déclarée, ni chaleur, seulement une froide évaluation, comme si elle examinait un objet placé là à la place d'une chose familière. Rolf l'accueillit sur le seuil, comme il convenait à un maître de maison. Il l'enlaça comme une ancienne connaissance, mais un peu de raideur filtrait dans son geste. Il expliqua aux enfants qui elle était, prononça le nom de sa première femme à haute voix, non plus à mi-voix, et présenta Ylva comme son épouse et maîtresse de maison. La visiteuse inclina poliment la tête, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Les paroles de Rolf, elle semblait les accepter dans son esprit, non dans son cœur. Dès le premier soir, sa langue se mit à faire entendre des phrases fines comme un couteau effilé. Elle rappelait, d'un ton tranquille, comment cette maison avait été érigée. Son père abattant les troncs, ses frères traînant les pierres de fondation, la première épouse de Rolf, de son sang à elle, debout à côté d'eux, tenant la corde pour mesurer la longueur du mur. À table, elle glissa presque en passant que chaque poutre ici se souvenait des mains de son clan. La phrase n'était ni forte ni dure, mais la fierté sourde y vibrait. Ylva sentit plus fortement d'encore la terre étrangère sous ses pieds. Oui, elle gouvernait l'exploitation, répartissait les tâches, savait où chaque chose se trouvait. Mais maintenant, chaque madrier semblait murmurer. « Avant toi, on a déjà vécu ici, aimé, mis des enfants au monde. » La nuit, en redressant les peaux au chevet du lit, elle se surprenait à penser qu'elle n'avait pas le droit de changer de place les objets laissés par la première maîtresse. Alors qu'elle les réarrangeait depuis longtemps, sans qu'aucun reproche ne se soit élevé. La visiteuse parlait aux enfants d'une manière particulière. Avec Leif, elle se montrait douce, se souvenant de lui tout petit lorsque sa sœur avait disparu. Avec Solveig, elle parlait de sa ressemblance avec sa mère. Elle réservait une attention spéciale à Eirik. Devant lui, elle laissait tomber, comme par inadvertance, des mots sur le « vrai sang » qui coulait dans ses veines, celui de son propre clan, sur le fait que celui qui se souvient de ses racines ne se laisse pas balayer par le premier vent venu. Ylva voyait bien que ces phrases s'enveloppaient de sollicitude, mais, en dessous, quelque chose d'autre grinçait, une affirmation de droit. Au dehors, les chuchotements allèrent plus vite encore. Au quai, on murmurait que Rolf ne se serait sans doute pas remarié s'il avait vraiment aimé. Que la nouvelle épouse était venue sur du tout fait, sur des murs, un grenier, un toit solide, des enfants bien nourris. Que la maison tenait sur le vieux sang, non sur ses mains à elle. Ces mots, cueillis à demi dans le bourdonnement du marché, la piquaient plus violemment que le vent froid. Elle n'en laissait rien paraître, mais, seule, en triant le grain ou en battant le linge dans les eaux glacées, elle serrait les dents pour étouffer le gémissement qui montait de cette douleur invisible. Ses propres doutes relevaient aussi la tête. Elle se rappelait comment elle était entrée dans cette maison, non par grand amour, mais par nécessité. Oui, quelque chose d'autre avait eu le temps de naître entre elle et Rolf, mais qui lui avait donné le droit de se sentir vraiment chez elle ici, quand un murmure sur deux lui rappelait qu'elle était venue dans un nid étranger. Parfois, la nuit, quand tout dormait, elle écoutait la respiration tout près d'elle et se demandait, si elle partait, que resterait-il d'elle? Quelques étagères se remises en ordre. 2 ou 3 chansons nouvelles dans la mémoire des enfants.
Rolf lui aussi entendait les paroles qui couraient. On ne pensait pas que ces mots résonneraient jusque dans ses oreilles. Mais dans les petits villages de la côte, les rumeurs vont plus vite que le vent. Un jour, au quai, il surprit une phrase. C'était une bonne chose, disait-on, que le clan de la première épouse soit revenu rappeler à qui la maison appartenait de droit. Et qu'Ilva avait beau être appliquée sans les murs bâtis jadis, elle n'aurait eu à quoi se raccrocher. Il sentit monter en lui une colère sourde. Non contre ceux qui parlaient, il savait les remettre à leur place, mais contre lui-même. Tant qu'il se taisait, il donnait raison à l'idée qu'Ilva n'était qu'un remplacement commode, venu maintenir la maison debout, tandis que la vraie maîtresse ne vivait plus que dans les souvenirs. Elle aussi contre la visiteuse. Non parce qu'elle mentait, son clan avait bel et bien contribué à élever ces murs et ce toit. Mais parce que, par chacun de ces mots, elle tenait Ilva à distance, comme pour dire « Tu peux vivre ici, mais pas respirer trop profondément. » Le soir, lorsque tous se rassemblèrent autour de la longue table, la tension devint presque palpable. Le feu du foyer jetait sur les murs des reflets jaunes, où boucliers et épées semblaient prendre vie. Sur la table, des écuelles de terre cuite remplies de soupe, du pain, du poisson séché. Mort rabrouait l'Ève pour l'empêcher d'étaler la bouillie sur le bois. Solveig faisait tourner un couteau entre ses doigts, observant tour à tour la visiteuse et Ilva. Eirik demeurait bien droit, comme s'il attendait quelque chose. La visiteuse, légèrement rejetée en arrière, parlait de l'évolution de la ferme au fil des ans. Dans ces phrases, il y avait bien une reconnaissance. La maison était plus propre, plus solide, plus active. Mais chaque compliment semblait s'accompagner d'un rappel discret que ce lieu s'était levé sur les racines de son sang. À un moment, en regardant Ilva, elle prononça la phrase qui fit déborder la coupe. Elle dit d'un ton égal, sans venin mais sans chaleur, qu'il était heureux que les enfants aient de nouveau une main de femme pour tenir la maison, que toutes n'auraient pas eu le courage de venir vivre dans une demeure pleine de souvenirs, aux côtés d'un amour ancien. Mais elle ajouta que les murs se souvenaient de la première maîtresse plus fortement que de n'importe quelle suivante, et que, quoi qu'il arrive, cette maison restait d'abord le témoin du labeur de son propre clan. En entendant cela, Ilva sentit ses doigts se mettre à trembler. La cuillère tinta contre le bord de l'écuelle. Elle fixa les yeux sur le pain brisé en deux, devant elle, et tenta de prendre une profonde inspiration. Une boule lui barrait la gorge, l'empêchant de parler comme de déglutir. Elle savait que si elle regardait Rolf à cet instant, elle verrait dans ses yeux cette douleur et cette culpabilité qu'il portait depuis si longtemps. Et elle ne voulait pas de ce regard coupable. Elle voulait voir en lui celui qui choisirait. Rolf se sentit alors comme si tout ce qu'il repoussait depuis des mois s'était resserré en un seul moment. Il balaya la table du regard, mort, qui cachait son inquiétude derrière ses grognements, les enfants dont chaque visage dépendait à sa façon de sa parole, la visiteuse assise comme une juge de son clan, et Ilva qui semblait s'efforcer de rapetisser pour ne pas prendre trop de place dans cette maison, où on s'appliquait à la reléguer dans l'ombre. Quelque chose frappa sourdement dans sa poitrine. Ou bien il parlerait maintenant, ou bien il resterait à jamais celui qui avait laissé d'autres décider qui était la maîtresse chez lui. Il se leva. Les planches gémirent en sous ses pieds. Les conversations s'éteignirent l'une après l'autre, comme des oiseaux se taisent quand un nuage passe devant le soleil. Il n'aimait pas les grands discours, mais, cette fois, les mots trouvèrent d'eux-mêmes le chemin. Sa voix, râpeuse du vent du jour, restait ferme. Il regarda la visiteuse et déclara qu'il ne songeait pas à contester que son clan avait bâti cette maison, que sans leurs mains, il n'y aurait ni ces murs, ni ce toit, ni même l'embarcadère. Il prononça le nom de sa première épouse, sans cacher qu'il l'avait aimée, et pleurait. Dans ces phrases vibrait le respect pour la morte et pour ceux qui la représentaient. Puis il ajouta que la maison ne se résumait pas à ce qui avait été, qu'elle était aussi ce qui la soutenait à présent.
Il dit que ces dernières années, ce foyer tenait debout non seulement grâce aux poutres et aux pierres, mais grâce aux mains de Hilva, que sans elle, les enfants vivraient depuis longtemps dans le désordre, et lui dans sa propre ombre. Qu'elle n'était pas venue prendre la place de la morte, mais entrer là où il n'y avait plus qu'un vide qui dévorait tous les autres. Il avoua à haute voix qu'en se taisant, il avait laissé croire qu'Ilva n'était là qu'à titre provisoire. Et il affirma qu'il ne tolérerait plus ce genre d'allusion. Pour finir, il lança d'un ton un peu rude mais sincère que quiconque sous ce toit doutait encore de qui était la maîtresse de la maison pouvait partir, qu'il avait choisi la femme avec qui il voulait partager son pain, les tempêtes et le toit qui fuit. Ces mots n'avaient teinté rien d'orné, mais y résonnait que la même résolution que celle avec laquelle il marchait autrefois au combat. Le silence qui suivit en devint audible. La visiteuse pâlit tout en demeurant droite. Dans ses yeux passa une blessure, moins pour elle-même que pour son clan. Pourtant, elle ne pouvait prétendre avoir été humiliée. Rolf avait reconnu le mérite de sa famille sans l'effacer. Il avait simplement placé à côté le mérite d'une autre femme, bien vivante, assise là, en face. Mort détourna la tête pour que son fils ne voie pas l'éclat humide soudain dans ses yeux. Éric dévisageait son père comme s'il le découvrait. Non plus seulement guerrier, bûcheron ou charpentier, mais homme capable de dire « voilà mon choix ». Ylva sentait son sang battre dans ses tempes. La cuillère trembla encore dans sa main. Elle eut envie de se lever ou de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Une vague montait en elle, un mélange de soulagement, de peur, de gratitude et d'une joie presque enfantine. Elle ne lui avait pas demandé ces paroles, il les avait dites de lui-même, non pour paraître, non pour flatter les invités, mais parce qu'il s'y était enfin décidé. Après le repas, la maison resta longtemps parcourue par le remous de ce qui avait été prononcé. La visiteuse, ayant remercié pour l'accueil, gagna sa couche plus tôt que d'ordinaire. Mort se trouva des tâches à la cuisine, bien qu'il n'y eût plus rien à faire, simplement pour ne pas exhiber trop d'émotions. Les enfants se dispersèrent. Éric sortit dans la cour, feignant d'aller vérifier le bois. Solveig se replia dans son coin, avec une tablette. Leif s'endormit plus vite qu'à l'accoutumée, le nez enfoui dans son oreiller. Ylva, sentant les murs du logis trop étroits, sortit dehors. La nuit était claire. Comme seuls savent l'être ces nuits du nord en été, le ciel ne s'obscurcissait jamais tout à fait, devenait seulement plus profond, d'un gris bleuté. En contrebas, le fjord reposait, sombre et calme, miroir où se prenaient les derniers reflets du jour. Elle descendit jusqu'à l'embarcadère, s'assit sur le platelage de bois, les jambes pendantes au-dessus de l'eau, le vent tirait sur les bords de sa cape. Quelques mèches s'échappèrent de sa tresse et lui caressaient la joue. Elle tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais elles se déployaient en cercle, comme les rides d'étau après qu'on a jeté une pierre. D'un côté, son cœur chantait de l'avoir enfin entendu, lui non plus muré dans son deuil, mais vivant. De l'autre, un doute persistait. N'avait-il pas surtout parlé pour faire taire les mauvaises langues, plus que pour lui-même? Elle ne voulait pas n'être pour lui un bouclier commode dans une querelle de clan. Elle perçut le bruit discret des pas sur les planches, longtemps avant qu'il ne la rejoigne. Rolf avançait lentement, comme s'il craignait de troubler la paix qui l'entourait. Il avait jeté un manteau sur ses épaules pour se protéger du froid de la nuit. Un moment, il resta debout à une courte distance, les yeux sur l'eau sombre où se reflétaient quelques étoiles et des feux lointains. Puis il s'assit près d'elle. Le bois plia légèrement sous leur poids, le fjord sembla soupirer sous l'embarcadère. Entre eux, le silence s'installa, non plus lourd et étranger comme la toute première nuit, mais chargé de tout ce qu'ils avaient déjà traversé ensemble. Ylva le rompit la première. Sa voix demeurait posée, mais la lassitude y affleurait. Elle dit avoir entendu ses paroles à table.
qu'elle savait qu'il les avait prononcées pour elle, pour dissiper les murmures et rappeler à l'ordre ceux qui s'égaraient. Mais elle lui demanda s'il croyait chacune de ces phrases au plus profond. S'il ne les avait pas surtout dites parce que cela convenait au regard des autres et à l'honneur des clans, plutôt que parce que c'était exactement ce qu'il ressentait. Elle ne souhaitait pas d'un beau discours. Elle réclamait la vérité, même rugueuse. Rolf garda le silence un instant. Sous eux, la mer bruissait d'une respiration régulière. Il fixait l'horizon sans détourner les yeux vers la rive. Puis, lentement, presque syllabe après syllabe, il se mit à parler. Il avoua qu'il avait, durant de longues années, été marié moins à une femme qu'à sa propre douleur. Qu'il s'était accroché au souvenir comme un noyé à un débris de mât, de peur que le lâcher ne l'engloutisse pour de bon. Que chaque jour, il mesurait les vivants à l'aune invisible de la morte, et que tous en souffraient, les enfants, lui-même, et même celles qu'il avait aimées. Il dit que lorsque Ylva était entrée dans la maison, il n'avait vu en elle qu'un marché, une alliance utile aux deux côtés. Pour lui, une maîtresse de maison, pour les enfants, des soins, pour elle, un toit. Mais, peu à peu, quelque chose avait changé. Chaque fois qu'il revenait du quai et ne trouvait pas le chaos, mais une vie chaude et animée, il se surprenait à attendre sa voix, ses récriminations à propos des bottes mouillées, son geste habituel pour redresser une peau mal posée. Quand elle s'absentait, le vide devenait épais, presque tangible. Même les rires des enfants sonnaient autrement, comme s'ils flottaient sans appui. Il avoua qu'il en aimait toujours la mémoire de sa première femme. Cela ne disparaîtrait pas, mais sa vie ne se nourrissait plus d'elle. Ses journées étaient pleines d'autres détails. Les pas de Ylva dans la maison, son petit rire quand Leif tentait une fois de plus de se cacher dans le grenier, sa voix qui le contredisait sur les affaires du quai. Si elle partait, ce foyer deviendrait réellement une tombe couverte d'un toit, non parce que les morts reviendraient, mais parce que les vivants se disperseraient chacun dans son propre vide. Il se tourna vers elle et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient chaudes, calleuses, marquées de fines coupures de couteau et des traces des cordages. Il les serra fort, comme s'il craignait qu'en les lâchant, elles se dissolvent dans l'air de la nuit. Les mots lui coûtaient, mais il dit l'essentiel, que le foyer dont il avait parlé à table, il le choisissait réellement avec elle. Que la maîtresse de maison n'était pas celle qui, jadis, se tenait devant les poutres neuves, mais celle qui, jour après jour, empêche ses poutres de se disjoindre. Ylva l'écoutait et sourit à travers les larmes. Elle répondit que sa manière de parler de l'amour était terrible, qu'il lui disait de rester pour que la maison ne devienne pas une tombe. Mais dans cette vérité un peu rude, se trouvait exactement ce dont elle avait besoin. Elle ne lui demandait pas d'oublier la première épouse. Elle savait que ce serait vain et impossible. Elle souhaitait seulement d'une chose, que lorsqu'il posait les yeux sur elle, il ne voit pas une ombre, un remplacement ou une aide de passage, mais la femme avec qui il voulait vivre ce qui lui restait. Non par devoir, non par compassion pour les enfants, mais par choix. Il ne jura ni par les dieux, ni ne promit de grandes choses. Il se contenta de se rapprocher et de poser le front contre son épaule. Ce geste, plus simple que tout discours, révélait un homme qui acceptait enfin d'être autre chose qu'un guerrier, qu'un fils d'une vieille femme obstinée, ou qu'un père de 3 enfants. Un homme qui se reconnaissait le droit de s'appuyer sur quelqu'un. Ylva l'entoura de ses bras à son tour, avec une douceur ferme. Leur premier baiser vraiment conscient, sous le vent froid du fjord, fut silencieux, chaud et un peu maladroit. Mais il ne portait ni l'ombre d'un souvenir étranger, ni la peur des regards, ni le poids du « il faut ». Il n'y avait que 2 êtres vivants, fatigués, décidés pourtant à être et ensemble. Après cette nuit, la maison changea, non d'un coup, mais clairement. Mort continua de ronchonner, mais sa voix avait pris des inflexions plus douces.
Elle pouvait maugréer qu'Ylva l'agace avec ses manies d'ordre. Mais, tournée de côté, elle rajustait son foulard, ou une peau de travers, comme elle ne l'aurait fait que pour les siens. Les enfants cessèrent de murmurer. Mère faisait comme ceci, et disait de plus en plus souvent, nous faisons comme cela. Au bout d'un temps, Solveig grava de son plein gré sur une tablette qu'elle avait désormais deux histoires sur la maison. L'une, celle de sa construction, l'autre, celle du retour des rires. Ylva et Trolf continuaient de se disputer à l'occasion. Ils grinçaient des dents lorsqu'elle se mêlait des affaires du quai. Elle se fâchait quand il oubliait de fermer la porte de la remise contre le vent de nuit. Mais chaque querelle s'appuyait dorénavant sur une certitude silencieuse. Aucun des deux ne voyait l'autre comme une ombre passagère. Ils ne se battaient pas pour une place au soleil, mais pour la meilleure façon de garder le foyer qui leur appartenait à tous deux. Un matin très tôt, alors que la brume traînait encore sur l'Osso, Rolf se préparait à partir en ville pour le commerce. Il vérifiait les courriers des sacs, ajustait le harnais du cheval, embrassait du regard la cour, pour s'assurer que rien n'était oublié. Ylva, sur le seuil, le regardait avec cette attention tranquille qui naît chez ceux qui n'ont plus peur de s'attacher. Juste avant de mettre le pied à l'étrier, il se tourna et lança sa question habituelle. « N'as-tu rien oublié ?» Ce n'était qu'une taquinerie, un rappel qu'elle ajoutait toujours, au dernier moment, quelque chose à son départ, un morceau de pain, un petit paquet d'herbes séchées ou une recommandation pour tel marchand. Elle réfléchit un instant, puis s'approcha, lissa un pli de son manteau et répondit. « Si, une chose. » Il haussa un sourcil. « Laquelle ?» Elle se hissa sur la pointe des pieds, lui déposa un baiser sur la joue et dit simplement qu'elle oubliait presque de lui dire qu'elle l'attendait à la maison. Non par devoir, non seulement pour rassurer les enfants, mais parce qu'elle le voulait. Ces mots, simples comme un galet lisse, tombèrent en droit dans son cœur. Il sentit que, cette fois, il répondait non par l'angoisse coutumière pour le foyer, mais par une chaleur plus sûre. Quelqu'un l'attendait non parce qu'il était utile comme bras ou comme pourvoyeur, mais parce qu'il comptait lui-même. Il hocha la tête, incapable de trouver une belle réplique, et partit, ne laissant derrière lui que la marque des sabots sur la terre humide. Ylva le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au tournant. Le fjord reposait, clair et calme, la maison. Derrière elle respirait de tous ces bruits familiers. Elle sentit alors très nettement que ce foyer ne lui semblait plus étranger. Il appartenait à ceux qui y vivaient, aimaient, se disputaient et se choisissaient chaque jour à nouveau. Peu importe combien de fois on rappellerait de quelles mains étaient sorties les poutres, une chose resterait décisive, celle qui empêchait de la maison de devenir une coquille vide et glacée. Au loin, derrière les rochers et les brumes, le monde continuait de gronder. Les jarls se disputaient le pouvoir. Anciens et nouveaux dieux mesuraient leur force dans le cœur des hommes. De vieilles rancunes cherchaient un prétexte à ressurgir. Mais, au bord du fjord paisible, se dressait une maison qu'un homme avait, un jour, confiée à voix haute à une femme. Et une femme qui était venue d'abord par nécessité, était restée par droit propre, avec plus qu'un titre à la nourriture et au toit, le droit à l'amour. Dans cette saga, l'amour ne tombe pas du ciel comme la foudre, ni ne se glisse dans un murmure divin. Il naît du travail, de la franchise et de la capacité de regarder en face la vérité, sur soi et sur la douleur des autres. Aucun des personnages ne renie son passé par la force. Ils apprennent plutôt à vivre à côté de la mémoire, sans la laisser dévorer les vivants. Le mariage qui avait commencé comme un marché froid devient une véritable alliance au moment où tous deux cessent de jouer des rôles. Celui de femme commode et celui de veuf fidèle, pour parler et agir comme ils le sont. La maison cesse d'être une tombe couverte d'un toit, dès lors qu'elle laisse place aux imperfections, aux rires, aux querelles, et à un choix qui se refait chaque jour, non une seule fois devant l'autel ou lors d'une assemblée.